cas d'être avec nous pour cette table ronde consacrée au départ en politique. Alors peut-être avec une question. Comment savoir partir en politique? Faut-il savoir partir en politique? Et puis une question collatérale aussi autour du retour en politique. Est-ce que ça existe? Comment ça peut se faire? Et Jean-Louis Debré saura nous en parler. Alors pour en parler justement, un acteur politique, Jean-Louis Debré. Un ancien acteur. Un acteur toujours. Un ancien acteur. Donc ancien président du Conseil constitutionnel, ancien ministre, chiracien assumé, gaulliste par héritage et par conviction. Et on le connaît très bien dans cette région. Et père de 3 enfants. Voilà. Et qui vient de publier, qui a publié, qui est un auteur prolixe, dernier livre, Ce que nous ne pouvons pas dire, et c'est chez Robert Laffont. Alors, aux côtés de Jean-Louis Debré, donc 3 historiens. Éric Anceau, vous êtes maître de conférences habilité à Paris-Sorbonne et à Sciences Po, spécialiste de l'histoire de la France et de l'Europe au XIXe siècle. Et puis, votre dernier livre, c'est une biographie de Napoléon III, aux éditions Talandier, qui a d'ailleurs été couronné par de multiples prix et institutions dans l'Institut de France. Avec nous aussi Joël Cornette. Alors c'est le monarchiste de la table ronde. Avec des guillemets. Voilà, professeur à Paris 8, spécialiste de la monarchie au XVIIe siècle. Et donc votre dernier livre, c'est La mort de Louis XIV chez Gallimard. Et enfin, Jean Garrigue, professeur à l'Université d'Orléans, également à Sciences Po, président du comité d'histoire parlementaire et politique. Et votre dernier livre, c'est Élysée Circus, aux éditions Talandier. Donc c'est sur les présidents de la Ve République. Une histoire drôle et cruelle des élections présidentielles. Et on attend un autre livre qui sera un peu plus historique. Et qui sera préfacé par Jean-Louis Debré. Jean-Louis Debré. Alors, pour lancer ce débat, cette table ronde, peut-être une question générale. Est-ce qu'il y a une spécificité du savoir partir en politique? Ou au contraire, retrouve-t-on des similitudes avec d'autres périodes de l'histoire de France, notamment l'Ancien Régime? Peut-être... Oui, savoir partir. Je me situe au niveau d'un roi. La question ne se pose pas. Je pense qu'on est roi presque par essence, de sa naissance à son trépas. On est élevé comme roi, on vit comme roi, on meurt comme roi. Il n'y a pas de départ. Et en réfléchissant d'ailleurs à ce débat, est-ce qu'il y a des rois de France qui en ont eu marre, qui ont envie de partir? Non, aucun. Enfin, à ma connaissance, je ne vois pas de départ. Il n'y a que 2 départs volontaires. Et c'est d'ailleurs assez étonnant. Quelqu'un qui en a marre de la souveraineté. Et 2 départs spectaculaires. Le premier, c'est Charles Quint. Charles Quint, empereur du monde entier, à œil-au-hu, le soleil ne se couche jamais sur cette terre, il est écrasé par le pouvoir. Et cet écrasement du pouvoir produit une espèce de prise de conscience terrible, mélancolique. D'ailleurs, il y a un très beau livre de Denis Crouzet qui vient de sortir, qui d'ailleurs parle en ce moment, sur son livre. Il a consacré 600 pages à ce départ, c'est-à-dire aux dernières années où ce roi qui ne cesse pas de parcourir son royaume à la recherche d'une souveraineté qui ne fonctionne pas, il s'en va. C'est le seul exemple. Autre exemple étonnant, Christine de Suède. Voilà une dame, une femme qui obtient le pouvoir, qui est protestante, qui est reine de Suède. Il faut préciser la période. Et oui, XVIIe siècle, en gros 1650. Elle en a marre aussi. Elle change de religion. Elle abdique, un des seuls cas d'abdication. Elle devient catholique. Voilà, et c'est assez étonnant. Mais du côté de la France, qu'on soit fou, qu'on soit malade, qu'on soit critiqué, on doit rester jusqu'à la fin. Il faudra couper le roi en 2, 1793, un jour de janvier, pour que la Respublica soit possible et pensable. Oui, monsieur le professeur, 2 petites remarques. D'abord, avant la Révolution française. Ah oui, car je me situe avant il y aura 89. un certain nombre de rois qui voudront rester et qui ne pourront pas. Il y en a un, on lui coupe la tête. Il aurait bien voulu rester. Et puis après, avec la Restauration, Charles X, qui est viré par les cousins. Il faut toujours faire attention à ses cousins. Alors, vous parlez de la dynastie. Nous sommes en République. La seule différence, je suis bien placé pour en parler, entre les dynasties républicaines et les dynasties monarchiques, dynastie républicaine, Arago, Casimir Périer, Joxe... Debré. Oui, j'allais le dire. Tout ça, ce sont effectivement des dynasties, sauf que, pour faire partie de ces dynasties, il faut être élu du suffrage universel. Voilà. Et que ce qui vous donne le droit de revendiquer
l'appartenance à une dynastie politique, c'est les Jeannais aussi d'ailleurs. Les Jeannais. Oui, mais c'est une totale inversion. Au temps des rois, le pouvoir tombe du ciel. De la République, il naît de la terre. Oui, c'est toute la différence. Il y a une inversion. C'est quand même une différence. C'est toute la différence entre vous et nous. Et alors, le spécialiste de Napoléon, Éric Anceau. Oui, alors au XIXe siècle, le phénomène évoqué par Joël Cornette, bien évidemment, perdure, malgré la coupure révolutionnaire. Il arrive, mais les cas sont rarissimes, que certains souverains renoncent au pouvoir, l'usure du pouvoir sans doute. J'ai en tête le cas du tsar Alexandre, qui était mystique en Russie, et qui va se retirer avant de mourir dans son monastère en décembre 1825. On ne sait d'ailleurs pas s'il est mort. Hein, le doute persistera. Bon, il a fini par mourir. Hein. Aujourd'hui, en tout cas. En 1825. Et puis alors, en tant que modeste spécialiste de Napoléon III, il y a le cas de Napoléon III qui se situe à la charnière, et il est très intéressant. L'usure du pouvoir, il la ressent. En 1865, il fait un testament, et surtout en 1868, il envisage de renoncer au pouvoir en 1874. Alors pourquoi en 1874 ? Tout simplement parce que son fils, le prince impérial né en 1856, arrivera à l'âge de sa majorité, et tout le processus de libéralisation du Second Empire, alors c'est une raison parmi d'autres, peut aussi s'expliquer par cela, la volonté de lui transmettre dans de bonnes conditions la couronne, avec un nouveau personnel politique, un personnel libéralisé. Alors, est-ce que c'est un peu ça ? Je comprends ça aussi parce qu'il a appris et il sait qu'il est malade, il a la maladie de la pierre, et que le diagnostic à cette époque-là n'est pas un diagnostic qui est un diagnostic qui est optimiste. Alors, Jean Garrigue, est-ce que vous faites un parallèle entre ce que vous avez entendu là concernant l'Ancien Régime et la République ? Oui, parce que ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point dans notre monarchie républicaine, ceux qui détiennent le pouvoir ont aussi beaucoup de mal à l'abandonner, à le quitter. Et il n'y a pas d'exemple de président de la République en exercice qui ne se soit pas représenté, y compris d'ailleurs le général de Gaulle, ce qui pouvait se comprendre car le général de Gaulle avait la première fois été élu par un collège électoral et qu'il voulait avoir la légitimité du suffrage universel en 1965. Mais il est troublant de constater que ses successeurs, y compris celui qui avait été le plus farouche adversaire des institutions de la Ve République, François Mitterrand, le coup d'État permanent en 1964, n'ont eu de cesse que de rester au pouvoir. Et c'est ce qui entraîne ce qu'on pourrait appeler les faux départs en politique. J'ai fait un petit article pour le Libé des historiens sur ce thème où je rappelais que Valéry Giscard d'Estaing, en 1974, vous connaissez, en 1981, pardon, puisqu'en 1974 il avait été élu, en 1981, la scène fameuse du départ, qui a été abondamment ensuite caricaturée et qui a amusé beaucoup de gens. Mais enfin, vous vous souvenez qu'il ne dit pas adieu, il dit au revoir. Et que pendant les 15 ans qui ont suivi, sa seule idée, c'était de revenir. En 1988, s'il n'y avait pas eu Jacques Chirac, il aurait été bien tenté de revenir. En 1995, pareil. Et d'ailleurs, Philippe Séguin avait une boutade à cet égard. Il disait une formule. Il disait, en 1974, les Français voulaient un jeune, ils ont eu Giscard. En 1995, ils voudront un vieux, ils auront Giscard. Et on verra en 2017 ce qu'ils voudront. Et alors un vieux ou un jeune. Le deuxième exemple, mais il y en aurait d'autres. Mais le deuxième exemple, évidemment, vous l'avez tous sur les lèvres, c'est celui de Nicolas Sarkozy qui nous affirme. Ils vont revenir ? Comme qui dirait, en 2012, il nous dit, bon, ma forme d'engagement sera différente. Je vais rester en prise avec la société française. Et qui, en 2014, revient, fonde un parti qu'il appelle abusivement aux yeux des historiens les Républicains, et qui aujourd'hui est candidat à la primaire. Donc ça vous montre bien à quel point c'est très difficile sous la Ve République, mais pas seulement, d'ailleurs, parce que ça l'était aussi sous la Troisième ou sous la Quatrième. C'est très difficile d'abandonner le pouvoir, c'est très difficile de partir, en fait. Joël Cornette. Ben oui, encore une fois, partir. On parle de Sarkozy, on parle de Mitterrand, c'est un pouvoir qui dure, je sais pas, 7 ans, 14 ans maximum. Louis XIV, imaginez un contemporain de Louis XIV. Louis XIV commence à régner à 5 ans. On va préciser que votre livre, c'est la mort de Louis XIV. Oui, la mort de Louis XIV. Mais ce roi a régné 72 ans. Ça veut dire que la majorité des Français n'ont vécu que sous
sous Louis XIV. Imaginez donc un président 72 ans présent. Voilà, et donc c'est vrai qu'il y a un ras-le-bol extraordinaire en 1715. C'est d'ailleurs un des sujets de mon livre. C'est une libération, la Régence. C'est une sorte de pesanteur tellement atmosphériquement lourde que 1715, c'est vraiment la liberté. Et pourtant, la Révolution, ça n'a pas été juste après Louis XIV. Pardon ? La Révolution, il a fallu attendre quelques années. Ah oui, bien sûr, parce que voilà, la monarchie essaie quand même de se réformer, c'est tout le problème des Lumières, c'est-à-dire la participation de la société au pouvoir. Mais ça a raté, et donc il a fallu la Révolution. Et la question aussi de la préparation de la succession. Oui, voilà. La grande peur du roi, c'est évidemment son après-mort, puisque songez que toutes les périodes de fragilité de l'État royal, c'est des moments de minorité. C'est-à-dire, quand le roi n'a pas un corps suffisamment solide, Louis XIV n'a jamais dit l'État c'est moi, mais l'idée est là. C'est-à-dire que quand le corps souverain est pleinement incarné, c'est la monarchie absolue. Dès qu'il s'agit d'un enfant, dès qu'il s'agit d'une régence, c'est la catastrophe pour l'État royal. C'est-à-dire que c'est là que s'engouffrent les forces de contestation. Regardez, toutes les périodes, guerre de religion, des enfants malades, des petits rois de merde, disent les contemporains à propos de Charles IX, Henri III décrédibilisé, Henri IV, restauration, roi de guerre, mort d'Henri IV, révolte aristocratique, Louis XIII est un enfant. Louis XIII grandit, devient roi absolu, État absolu. Louis XIII meurt, le roi est un enfant, Louis XIV l'affronte. Voilà, donc vous voyez, chaque moment d'absence physique de la personne du roi, c'est un moment de fragilité. On pourrait écrire toute l'histoire de l'Ancien Régime à partir du simple corps du roi. Parce que l'ambiguïté, c'est que le corps est double, et ça nous fait réfléchir sur la République et le passage de la monarchie à la République. Il y a bien deux corps dans chacun des corps souverains. Et Louis XIV l'a dit, il n'a pas dit l'État c'est moi, il a dit, et c'est une phrase beaucoup plus forte, je m'en vais, mais l'État demeurera toujours. Et cette phrase est extraordinaire, puisque on a là l'ADN de la souveraineté, indépendamment même de la République. Puisque je m'en vais, l'État demeurera toujours, ça veut bien dire qu'au-delà de la personne physique, du corpuscule du roi, il y a quelque chose qui dure éternellement, qui est la souveraineté. Et je crois que la République a ça à gérer. C'est la monarchie républicaine. Voilà, et c'est le problème de la monarchie républicaine. Que faire de son propre corps? Peut-on être un président normal dans quelque chose qui, par définition, est anormal, qui est la souveraineté? Et ça, c'est un vrai débat, y compris dans la manière de figurer physiquement le souverain républicain. Et quand Hollande a fait un portrait officiel qui justement était un portrait entre guillemets banal, normal, voilà, il y a eu des critiques parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a peut-être là un problème entre les deux corps du souverain. C'est-à-dire un corps normal et le corps anormal qui est par définition celui de la souveraineté. Et donc qui a vécu, qui s'est prolongé évidemment, des siècles. Oui, c'est l'histoire de France. Absolument. Les préfets, c'est la continuité des commissaires. Monsieur Debré parlait des dynasties, mais c'est au niveau ministériel. On a aussi des dynasties ministérielles au temps des rois. La famille, le roi de guerre, Michel Le Tellier, Louvois, Barbézieux, père, fils, petit-fils, se succèdent sur 3 générations. On pourrait reprendre l'image avec les Colbert. Oui, je crois qu'il y a une spécificité française qu'on ressent bien ici, qui doit nous interroger, nous faire réfléchir. Regardez ce qui se passe dans le monde anglo-saxon, par exemple, ou dans les pays nordiques. Je vous rappellerai qu'avant que le nombre de mandats présidentiels soit limité aux États-Unis à la suite de la présidence de Franklin Delano Roosevelt, on pouvait théoriquement se présenter autant de fois qu'on le voulait. Or, il est rarissime que les présidents américains se soient succédés eux-mêmes au pouvoir. George Washington, le premier d'entre eux, Modern Cincinnatus, il a fallu aller le rechercher pour qu'il fasse un deuxième mandat. Et bien que ses héritiers potentiels, Hamilton et Jefferson, se divisent, il n'a pas voulu d'un 3e mandat. Andrew Jackson, qui personnifie la modernisation de la vie politique américaine dans les années 1830, même chose, il se limite à 2 mandats, et en 1837, on fait des pieds et des mains pour qu'il en fasse un 3e, il refuse. Donc vous voyez, me semble-t-il, cette spécificité française interroge quand même. Et à contrario, pour rebondir sur ce que vient de dire Éric, aux États-Unis, il y a ce phénomène quand même très intéressant aussi du retour dynastique. C'est-à-dire que tu évoquais Franklin Roosevelt, qui est le neveu d'un précédent président des États-Unis, Theodore Roosevelt. Et donc là, on voit une famille qui revient au pouvoir. On voit aussi de quelle manière les Kennedy, après la mort de JFK, ont pensé faire revenir son fils. Bon, ça n'a pas réussi, puis il est mort dans des circonstances tragiques. On voit évidemment l'exemple
l'exemple des Bush, exemple qui n'a pas forcément été couronné de succès, mais enfin, les Bush ont été père et fils au pouvoir. On pensait même qu'un autre des frères de Bush pourrait y accéder. Et puis évidemment, il y a l'exemple du couple Clinton. Donc, on s'aperçoit que dans les systèmes présidentiels, qui sont donc quelque part, qui ont une résonance avec le modèle monarchique, eh bien, il y a cette tentation de rester au pouvoir ou de se pérenniser par l'intermédiaire de liens familiaux, de paternité ou de couple. Et alors, une deuxième chose que je voulais dire pour rebondir là ce que disait Joël Cornette sur l'Ancien Régime, c'est l'histoire de la question de l'incarnation, qui est évidemment fondamentale et qui nous montre comment, au cours de 3 présidences, celle de Georges Pompidou, celle de François Mitterrand et celle de Jacques Chirac, les fins de mandat ont été des périodes justement où l'incarnation physique posait problème, parce que Georges Pompidou, comme vous le savez, était très malade, que les signes de cette maladie sont apparus à l'opinion, au grand public, une bonne année avant sa mort. Pour François Mitterrand, là aussi, on a bien vu au moment de son 2e septennat que la dégradation physique était forte, et Jacques Chirac lui-même, dans son 2e mandat, a eu aussi des problèmes d'incarnation, justement, de ce que l'opinion publique, de ce que le sentiment collectif associe à la figure, à l'incarnation de la présidence. Et j'en viens au thème de notre thématique, de notre table ronde. Ça a posé le problème de la succession, justement, et cette succession, le départ, s'est posé de manière extrêmement tangible, et les appétits ont commencé à se faire jour dans la famille, dans la droite, dans les droites, à partir de 1973, où on a vu un certain nombre de candidats à la succession, y compris 2 anciens premiers ministres, Jacques Chaban-Delmas et Pierre Messmer, qui lui était en fonction, et puis d'autres encore, Valéry Giscard d'Estaing. Quand ça a été la fin du septennat Mitterrand, on sait très bien comment François Mitterrand a joué et s'est un petit peu régalé de la rivalité entre les amis de 30 ans, d'un côté Édouard Balladur, son Premier ministre, l'étrangleur ottoman, et de l'autre côté Jacques Chirac, qui avait la faveur, très bizarrement, qui avait la faveur de François Mitterrand. Et puis, pour la fin de règne de Jacques Chirac, on a vu aussi comment la compétition s'est tendue entre, d'un côté, Dominique de Villepin, qui était quand même l'homme de Jacques Chirac, enfin un fidèle de Jacques Chirac, et puis Nicolas Sarkozy, dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est très intéressant de voir comment, dans cette fragilisation du souverain ou du monarque républicain, se lie précisément cette tension, cette dramatisation du départ. Vous avez évoqué tout à l'heure une question, Jean-Louis Debré, les dynasties républicaines. Juste avant, je répondre. D'abord, parfois, on élit des gens qui sont déjà malades. Je pense à Deschanel. Je pense à Casimir Perrier, qui au bout de 6 mois est parti parce qu'il n'en pouvait plus. Et il y avait chez lui un espèce de déséquilibre mental tout à fait évident. Oui, il y avait des attaques aussi très très dures de la gauche. Oui, Casimir Danzin. Oui, mais quand on fait la politique, si on n'accepte pas les attaques des adversaires, c'est vrai que les attaques des adversaires, ça fait pas mal. Ce qui font mal, c'est les attaques de ses propres amis. Alors, oui, c'est très difficile de partir. C'est très difficile de partir en politique, et notamment pour les présidents de la République. Parce que arriver à l'Élysée, c'est le résultat d'une ambition qu'on nourrit depuis très longtemps, parfois cultivée par l'entourage, mais c'est aussi le résultat d'un combat politique, je l'ai vécu, mais d'une violence, d'une dureté, où vous n'avez plus d'amis, où tous les jours, vous vous demandez qu'est-ce qui va vous tomber sur la tête. C'est inhumain, le combat pour la présidence de la République, surtout au suffrage universel. Et tout d'un coup, vous arrivez. Et là, vous êtes à peine arrivé qu'il faut déjà préparer vos valises pour partir. Ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à concevoir leur départ. D'autant plus qu'ils sont arrivés au pouvoir avec une équipe. Et que même si c'est un ami qui va prendre votre succession, l'équipe va changer. Et donc vous avez tous les collaborateurs qui viennent tous les jours vous dire « mais vous êtes le meilleur, il faut rester ». Et puis vous avez aussi, et dans certains pays,
et je pense à l'Algérie, où on maintient en place un président, parce qu'on sait que celui-ci parti, il va y avoir une déstabilisation du pays, puisque des groupes différents se revendiquent le pouvoir, l'armée, les services de renseignement, etc. Et donc, le maintien au pouvoir du personnage est devenu la garantie de l'unité nationale. Ça joue dans un certain nombre de pays africains. Alors, il va y avoir quand même un tournant dans cette période-là. C'est quand on va se rendre compte, et on s'en rend compte encore aujourd'hui, qu'il faut un statut de l'élu. Car vous êtes président de la République, vous êtes parlementaire, député ou sénateur, à une époque, si vous n'avez pas de revenus. C'est pour ça qu'il y avait la République des professeurs, la République des instituteurs, la République des médecins, la République des avocats. Il y avait un autre métier, puisqu'il n'y avait pas de retraite. Il n'y avait pas. Longtemps, il n'y a pas eu de rémunération. Et donc, ne pouvaient arriver dans cette fonction politique que des gens qui étaient fortunés ou qui avaient une famille qui les faisait vivre, mais quand la famille faisait vivre, il fallait renvoyer l'ascenseur, et donc toute la famille en profitait. Et c'est en 1894, j'ai fait les recherches hier, parce que je savais que je venais aujourd'hui ici, en 1894, heureusement, mais ça a fait un débat épouvantable, la Chambre des députés a décidé de voter une résolution créant un fonds de secours aux anciens députés, aux veuves. Et puis, en 1899, elle a abondé ce fonds de secours. Ce qui a fait que, progressivement, lorsque on est battu, ou on quitte ses fonctions, lorsqu'on ne va pas revenir dans le détail, mais lorsqu'on a un certain nombre d'annuités de mandat, on touche une retraite. Et ça a été donné aux ministres. Et donc, ça aussi, progressivement, ça a changé les choses. Parce qu'on est devenu... Puis au président. Quoi ? Puis au président. Alors, les présidents de la République, c'est un autre système. Le président de la République, on s'est rendu compte, et c'est notamment le général de Gaulle qui s'était rendu compte qu'il n'avait rien, pratiquement rien. Et lorsque René Coty a été élu président de la République, au 13e tiers de scrutin, on avait choisi le plus insignifiant, on ne savait pas qui il était, on avait éliminé tout le monde. Et on s'est rendu compte qu'il était vice-président du Sénat, il était sénateur du Havre, récent, il y avait une toute petite retraite, et étant devenu président de la République, à la fin, il n'avait plus rien. Et c'est la raison pour laquelle on a introduit comme membre de droit au Conseil constitutionnel les anciens présidents de la République, en disant au moins là, ils auront une rémunération. Ils foutront rien, mais ils auront une rémunération. Bon, ils foutent toujours rien et ils ont toujours une rémunération. C'est le cas ne le répétez pas. Hein. Mais le départ en politique, c'est, je viens de le dire, très difficile. Mais aujourd'hui, on a compris avec beaucoup de difficultés parce que ça a alimenté un anti-parlementarisme et un anti-politique très profond. On a compris que si on voulait ouvrir la classe politique et si on voulait, comme il y a eu en 1958, comme il y en a eu aux dernières élections, des changements de majorité qui a fait qu'il y a eu de très grands départs de politique, eh bien, il faut leur donner un statut et donc la possibilité d'une retraite. Et comme le mandat politique est très court, il faut, c'est ce qu'on a prévu mais qui maintenant disparaît, la possibilité pour l'élu de cotiser double ou voire à un moment de cotiser triple, puisque au bout de 5 ans, on peut être renvoyé chez soi. Vous abordiez tout à l'heure le cas des dynasties politiques que vous connaissez bien. En quoi ça facilite ou ça contrarie le départ ou le retour en politique? Mais ça veut rien dire. Ça facilite ou ça facilite pas. Moi, je l'ai vécu. Et pour certains, puisque vous appartenez à une famille, vous êtes quelqu'un de bien. Et pour l'autre, on ne vous écoute même pas. Pour l'autre parti, on ne vous écoute même pas parce que vous êtes... Moi, je me souviens, quand je me suis présenté dans l'heure, il y a un mec qui se lève et qui dit « je vote pour vous parce que vous êtes le fils de Michel. » Bon, ouais, merci beaucoup, monsieur. Un autre se lève et dit « Mais non, mais moi, jamais je voterai pour un Debré. » Et vous avez été élu quand même, hein? Oui, ouais. mais c'est vrai que tout ça sont des clichés.
Aujourd'hui, vous êtes élu si vous arrivez à convaincre, à dépasser les clivages, et donc quand vous portez un nom, ça consolide les uns dans votre soutien et ça renforce les autres dans votre opposition. Donc, il n'y a pas de loi. Simplement, ça a un avantage, c'est que vous passez pas inaperçu. Surtout quand vous savez parler. Hein. Non. Mais moi, je voudrais rebondir justement sur le cas de Michel Debré. Parce que Michel Debré, c'est quand même le cas d'un Premier ministre, le premier ministre du général de Gaulle, qui en 1962... parce qu'il n'est pas tout à fait en concordance avec la politique, la manière dont la politique de séparation de l'Algérie a été menée, choisit quelque part de démissionner. Alors, en plein accord avec le général de Gaulle, mais qui choisit justement de partir. C'est assez rare sous la Ve République pour être signalé. Il ira après lui le cas de Jean-Pierre Chevènement. Alors lui qui a démissionné à 3 reprises, de 3 postes ministériels différents, qui disait un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne, et qui a été jusqu'au bout de sa démarche de républicain. Il y a eu Michel Rocard qui avait démissionné aussi en 1983, si je me souviens bien, en désaccord avec la ligne du gouvernement de Pierre Mauroy. Du ministère du Plan. Ministère du Plan, exactement. C'est assez rare. Alors vous avez le cas de Lionel Jospin qui abandonne la vie politique en 2002 au soir du désastre du premier tour de l'élection de 2002. Ce départ-là est une sorte de réaction d'orgueil blessé, me semble-t-il, qui pourrait d'ailleurs s'apparenter à la réaction du général de Gaulle au lendemain du référendum d'avril 1969, qui s'estime désavoué par les Français, trahi finalement par ce peuple auquel il a amené les institutions de la Ve République et la paix en Algérie, et qui choisit de partir. Alors justement, ça nous conduit. Je voudrais ajouter. D'abord, professeur, dans le cas de mon père, c'est un tout petit peu plus compliqué, car il y a une opposition avec De Gaulle. Voilà. Il a une opposition avec De Gaulle sur l'affaire de l'Algérie est réglée, il faut dissoudre l'Assemblée nationale pour se redonner une légitimité. Et le général ne souhaite pas, va nommer Pompidou, et d'ailleurs mon père va avoir raison, car quelques mois plus tard, Pompidou est mis en minorité, et il faut dissoudre. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, pour les départs, il y a depuis quelques années, dans les gouvernements, des ministres civils, de la société civile. Et ce que je constate, très souvent, et j'ai fait la liste hier aux archives, c'est que tous ces ministres civils, le gouvernement s'en va, ils ne souhaitent même pas continuer. Ça va de Jean-Jacques Servan-Schreiber, mais lui, il est viré. C'est le petit télégraphique. C'est le ministre le plus rapide qu'on ait jamais vu. Il n'a pas eu le temps de s'installer. Hop, il était déjà viré. Mais Claudie Aigneret, qui était la première femme qui a été spationaute. Schwarzenberg, pas Léon. Bon, vous avez Francis Maire, Thierry Breton. Tous ce sont des industriels, des gens de la société civile qui viennent et qui ne développent pas une ambition politique. Et Macron. Est-ce que on est dans un débat sérieux ou pas? Il a été ministre, il est parti, il veut revenir. Oui, il fait ce qu'il veut. Claude Chesson. Oui, Claude Chesson. Alors, ce qu'on voit, c'est que ceux qui veulent se maintenir en politique, comme pour les ministres, ce sont les pros de la politique. Ce sont de ceux qui sont venus par ambition, par combat, qui ont été élus et qui ne comprennent pas, parce que le pouvoir, il fascine le pouvoir. Alors justement, une question, puisqu'on parle là plus précisément des départs, qu'est-ce qui fait qu'on part en politique? Alors, disons de la monarchie, alors ça concerne plus les ministres, les conseillers que les rois, et puis du temps de la République. Joël Cornet. Une fois de plus, partir au temps des rois, c'est la mort. Le ministre se tue à la tâche. Colbert se tue à la tâche. Louvois se tue à la tâche. On a très peu d'exemples de départ volontaires. Quant au roi, il peut y avoir des accidents, évidemment.
Et donc là, les départs peuvent être très violents. Des accidents violents. Hein. Accidents violents, il y en a plusieurs. Je peux prendre 3 exemples. Henri II meurt à la suite d'un tournoi en 1559. Il reçoit une lance dans l'œil, ce qui fait assez mal. Et voilà, il meurt. Henri III est assassiné, Henri IV est assassiné. Donc il y a quand même des départs brutaux. Louis XVI. Et on pourrait parler là d'opinion, puisque d'une certaine manière, il n'y a pas de vote, évidemment, au temps des rois, mais Henri III, comme vous savez, c'est un roi qui doit se faire face au temps des guerres de religion. Il y a évidemment de multiples cabales dans le royaume, et c'est un roi qui est très très mal considéré, qui est très mal aussi dans sa peau, une sorte de Louis XIV raté, finalement. Et il est assassiné par un moine qui se dit habité par Dieu, et dont Dieu arme le bras. En tout cas, c'est ce que disent les pamphlets après la mort d'Henri III. Même chose pour Henri IV. Henri IV est très très mal considéré par beaucoup de catholiques. Ils pensent que c'est un mauvais roi converti, que c'est un roi hypocrite. Et donc, il y a eu 20 tentatives d'assassinat d'Henri IV avant le couteau de Ravaillac de mai 1610. Donc il y a tout de même, je dirais, des accidents qui reflètent une certaine forme d'opinion publique. Un mot peut-être, Éric. Oui, alors au XIXe siècle, bien évidemment, partir pour un ministre, c'est effectivement aussi la mort. J'ai en tête ce très bel exemple de Casimir Périer. Et parfois, c'est bien de mourir parce qu'on meurt au sommet. Il aurait sans doute été lâché quelques mois plus tard par Louis-Philippe, je pense. Et vous savez qu'il meurt du choléra alors qu'il est au sommet de son rôle de chef d'État. Ou Cavour, encore en 1861, il a fait l'unité italienne et il meurt seulement quelques mois plus tard. Mais on est encore une fois au XIXe siècle dans une période de transition, car il y a quelques fortes têtes qui peuvent démissionner. Alors Cavour, une première fois, avait démissionné au moment de la guerre d'Italie, ou Drouin de Lhuys, le grand ministre des Affaires étrangères de Napoléon III, qui démissionne 2 fois, au moment de la guerre d'Orient, et plus tard, on en fait en ce moment le 150e anniversaire, au moment de Sadova, qui a une vraie divergence sur le fait de faire la guerre à la Prusse pour arrêter son mouvement. Vous nous posiez tout à l'heure, je crois, une question, Frédéric Aziza, effectivement, sur la typologie du départ. Alors, il y a quelque chose qui est totalement oublié aujourd'hui, qui remonte à l'Antiquité, mais qu'on a connu dans la période moderne et contemporaine, c'est le tirage au sort. Sous le directoire, vous aviez 5 directeurs. Imaginez 5 Sarkozy ou 5 François Hollande aujourd'hui. Et la modalité, c'est que chaque année, vous aviez 1 ou 2 directeurs qui étaient tirés au sort. Alors si je vous donne quelques noms aujourd'hui de directeurs, je pense que Rebelle ou Le Tourneur ne vous diront rien. C'est tout simplement parce que, ayant tiré une boule noire, ils ont dû quitter le directoire et ils sont sortis de la politique. Voilà. Alors peut-être un mot, on en revient à la République. Clémenceau. Le cas Clémenceau. Pas seulement Clémenceau. Dans cette typologie, je parlais tout à l'heure du départ d'Orgueil blessé. Vous avez déjà, sous la Troisième République, le premier chef de l'État, le premier président de la Troisième République, Adolphe Thiers, qui en 1873 est désavoué, mis en minorité par une assemblée qui était d'ailleurs en majorité monarchiste, qui n'a pas institutionnellement, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore la Constitution à cette époque, il n'y a pas encore les lois constitutionnelles qui seront votées simplement en 1875, qui n'est pas tenu à démissionner, mais qui démissionne parce qu'il se considère comme désavoué, tout en étant persuadé d'ailleurs de revenir quelques années plus tard. Il ne reviendra pas, mais au fond, il prendra sa revanche, puisque les républicains gagneront par la suite les élections, et notamment en 1877, il y aura un bras de fer entre les républicains, dont Adolphe Thiers, qui mourra pendant la campagne électorale, et qui partira donc au combat, et les monarchistes qui seront vaincus. Mais voilà une réaction là typique de quelqu'un qui ne veut pas, qui part, mais parce qu'il considère que son mandat, sa responsabilité a été remise en cause par les représentants du peuple. Professeur, est-ce que De Gaulle en 46? Mais De Gaulle en 46 suit cette et en trajectoire. 69. Et en 69, d'une certaine manière, il est. Et Jospin 2002. Et Jospin, c'est pour ça que je les classe dans la même catégorie. Le cas de Clémenceau est un tout petit peu différent, parce que Clémenceau, comme vous le savez, en 1920, après avoir été salué comme le père de la victoire, c'est lui qui a gagné la guerre qui est considéré comme le grand vainqueur de la guerre. On le nomme à l'Académie française, là où il disait donnez-moi 40 trous du cul et je vous fais une académie. Donc il n'y a pas un grand respect pour l'Académie française, mais il est l'homme adulé par les Français, mais
une coalition de ses adversaires l'empêche de pouvoir être élu à la présidence de la République. Et donc là, Réaction d'orgueil, lui aussi, refuse de se présenter, mais il le fait parce qu'il est obligé de le faire. En revanche, ce que je voudrais dire, pour rester quand même sur la Troisième République, parce que ça me paraît aussi important, j'ai l'impression que sous la Troisième République, et j'ai pas seulement une impression, ou sous la Quatrième d'ailleurs, que ce soit d'ailleurs les présidents de la République, dont la fonction n'est évidemment pas celle du président de la Cinquième, mais même les présidents du Conseil, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir effectif, ceux qui gouvernent, acceptent beaucoup plus facilement de partir qu'aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont dans un système qui est un système où ils sont habitués à des alternances parlementaires, des alternances de majorité, où ils savent aussi que par le jeu de ces alternances, ils ont une chance de revenir au pouvoir. S'ils n'y reviennent pas au pouvoir suprême, ils vont y revenir comme ministres. Ça a été le cas d'un très grand nombre de parlementaires. Je pense à Édouard Herriot, qui était président du Conseil du cartel des gauches, puis qui revient ensuite comme numéro 2 du gouvernement de Raymond Poincaré en 1926. Donc, ils sont habitués à tout ça. Ils sont habitués à ce jeu. Quant au président de la République, vous ne trouverez pas des présidents, c'est très rare sous la Troisième République. Il n'y a eu que Jules Grévy, le premier, celui qui avait été élu en 1879, et le dernier, Albert Lebrun, qui ont fait 2 mandats. Et encore, Jules Grévy, lui, il est obligé d'arrêter en cours de route parce que, oui, à cause du scandale des décorations qui touchait son gendre. Mais donc, vous voyez, les autres, Émile Loubet, Armand Fallières, Gaston Doumergue font un mandat et puis s'en va. Alors, pour Gaston Doumergue, c'est encore un petit peu différent parce que Gaston Doumergue a fait son mandat de président de la République, et puis on le rappelle en 1934, mais comme président du Conseil, c'est-à-dire comme chef du gouvernement, pour résoudre une crise politique. Ça a été le cas de Poincaré aussi. Ça a été le cas de Poincaré aussi. Donc vous voyez, on est beaucoup plus habitué à ce jeu, à ce jeu d'alternance politique, de transfert de majorité, d'aller et retour politique. Et donc on s'accroche moins à la fonction présidentielle, quelle qu'elle soit, je répète, président de la République, présidence du Conseil. Mais vous remarquerez aussi que les 2 présidents de la Quatrième République, Vincent Auriol, il a fait son mandat, il en est sorti d'ailleurs très populaire, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire aujourd'hui, les présidents de la Quatrième étaient très populaires. Même René Coty, le falot René Coty, élu, comme l'avait dit le président Debré, au 13e tour en 53, René Coty, il ne comptait pas se représenter, et c'est d'ailleurs lui qui appelle le général de Gaulle au pouvoir. Donc vous voyez, là on voit bien aussi comment le changement des institutions a transformé aussi la manière de vivre, de concevoir le départ. Alors peut-être un petit détour. Professeur, pour les présidents de la Quatrième, ils étaient populaires, ils faisaient rien. Ils inauguraient les chrysanthèmes, ils avaient un pouvoir d'influence très discret, mais ils n'étaient pas en première ligne sur rien. Ils n'étaient pas en première ligne. Ça ressemblait plus aux rois les rois fainéants, oui. Les historiens de la Quatrième République sont en train un peu de réévaluer le rôle d'un Vincent Auriol, par exemple, qui, dans son pouvoir de nomination des présidents du Conseil, dans la surveillance qu'il exerçait sur les politiques menées en termes de politique étrangère, en termes de politique économique, jouait un rôle qui était plus important qu'on ne le croyait. Mais vous avez raison. Plus important, si ce n'est qu'il fallait l'investiture, il fallait l'investiture de la Chambre, et que regardez combien de temps on a différé la venue de Pierre Mendès France, parce que personne n'en voulait. Tout à fait. Bon. On va parler de Pierre Mendès France, mais d'abord un petit détour par l'Europe avec. Non, mais avant l'Europe, parce que l'Europe, l'Europe, il suffit pas de sauter comme un quadrille. J'ai essayé d'essayer de faire une typologie des départs, à la fois membre du gouvernement, président de la République. Alors, c'est très difficile. Il y a d'abord les changements de gouvernement, et les changements de gouvernement voulus pour faire partir quelqu'un. C'est notamment le cas des Juppette, où on veut se débarrasser. On ne sait pas comment, on fait un changement de gouvernement, qui est une ligne au journal officiel. C'est le changement de gouvernement, et donner sa démission, et hop, on recompose sans les gens qu'on veut faire partir. Est-ce que le départ des Juppette, c'est uniquement la volonté de se débarrasser d'un certain nombre de ministres, ou c'est pas aussi... De femmes, hein.
De femmes. Pas uniquement. Est-ce que c'est pas aussi la marque d'une inflexion dans la politique qui va être menée ? C'est aussi ça, mais c'est une volonté, après l'euphorie du succès, de revenir à des choses sérieuses. Et alors la question qu'on se pose encore aujourd'hui, est-ce que ça... Les féministes apprécieront. Est-ce que ça laisse une trace indélébile pour le politique qui a été à l'origine de ça ? Des choses sérieuses, en ce sens qu'on avait voulu faire une certaine démagogie et donner des fonctions ministérielles de secrétaire d'État sans aucun pouvoir. Et on a maintenu un certain nombre de femmes dans des fonctions ministérielles avec un budget et non pas dans des fonctions de secrétaire d'État ou comme Léon Blum avait fait en 1936 avec des sous-secrétaires d'État et 3 femmes qui ont été nommées. Irène Joliot-Curie au bout de quelques mois est partie parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'avait aucun pouvoir, qu'elle ne pouvait rien faire. Et donc là on s'est rendu compte qu'il fallait avoir un gouvernement avec des femmes naturellement, mais des femmes qui aient les mêmes pouvoirs que les ministres à temps plein, et non pas des sous-secrétaires d'État. Deuxième catégorie de départs qui sont très importants, c'est les départs dus au changement de majorité. Et car quand on prend la Ve République, on voit de 1959 à aujourd'hui des changements de majorité qui vont, parce que le mode de scrutin est celui-ci, qui vont non pas permettre à des anciens de revenir, mais qui vont amener à l'Assemblée nationale une nouvelle classe de parlementaires. Il y a alors aussi des techniques qui ont été mises en place pour se débarrasser d'un certain nombre de personnages. Ces techniques, c'est la nomination à une fonction européenne ou internationale. Ça, c'est fantastique. Ambassadeur. On envoie tout le monde à Bruxelles, on se débarrasse, et comme ça libère. Vous avez aussi ce qui avait été utilisé par la Ve République et qui a été très utilisé, c'est la nomination à une fonction de parlementaire en mission dont on sait qu'elle va excéder 6 mois, et donc à ce moment-là, ça aboutit automatiquement à laisser vide le siège député, ce qui a permis, le 24 août 2015, à une députée socialiste, Madame Hurel, qui a été prolongée en mission. Elle a été remplacée par sa suppléante, Marie Leverne, conseillère générale de Seine-Maritime, fille de l'ancien président de la région Haute-Normandie, qui lui-même était marié à Madame Hurel, qui a été maintenue. Ça permet des combinaisons et de maintenir des dynasties familiales au pouvoir. Vous avez le décès en cours de mandat, et l'un des décès les plus notables a été le père de Jacques Barrot, qui est mort dans l'hémicycle, ou Michel Crépeau. On dit à ce moment-là que Douste Blazy s'est précipité pour le soigner, et on dit ça y est, c'était trop tard. Vous avez alors la démission afin de quitter définitivement la politique, Frédéric Bredin pour la gauche, elle a quitté, et Jean-Pierre Delalande pour la droite, qui l'a quitté. Vous avez des nominations à la haute administration, Cour des comptes, Conseil constitutionnel, et puis l'échec aux élections. Voilà. Alors, et l'échec aux élections, Giscard, pour les présidents de la République, Giscard, Jospin, Mesmer, Sarkozy. Alors ça pose la question des départs volontaires et des départs contraints. Et après on fera un tour par l'Europe. Jean Garrigue, vous avez commencé à aborder ça tout à l'heure. Oui, évidemment, parmi les départs volontaires, l'exemple évidemment majeur, mais j'en parlais tout à l'heure, est celui du général de Gaulle. Il y a manifestement, c'est très important pour la lecture des institutions de la Ve République et du rôle de ce qu'est un président, et je dirais de son lien avec le peuple. C'est une lecture qui, depuis, a quand même été très largement abandonnée par nos présidents. On a des présidents qui ont été battus à des référendums et qui n'ont pas, pour autant, démissionné à ce moment-là. Rien juridiquement ne les y obligeons. Mais... Et d'ailleurs, professeur, puisque vous faites de la politique, quand De Gaulle fait son référendum, on dit c'est scandaleux parce qu'il en fait un plébiscite, c'est-à-dire qu'il se lie. C'est vrai. Et à ce moment-là, toute la gauche hurle, crie, se manifeste, disant mais c'est inadmissible, parce qu'un référendum ne doit pas aboutir à mettre en cause son mandat. C'est vrai.
Et quand quelques années plus tard, Chirac ne lie pas son sort au référendum, on dit exactement le contraire. Je suis tout à fait... Non, mais j'observe simplement que cette lecture-là, qui est une lecture absolue, si vous voulez, du mandat, au fond, confié par le peuple au président, est une lecture qu'on n'a pas retrouvée, alors si ce n'est avec le modèle Lionel Jospin. Mais là aussi, souvenons-nous que donc au lendemain du premier tour, quand Lionel Jospin choisit d'abandonner la lutte, il l'a quand même considéré comme quelqu'un qui justement qui laisse tomber sa famille politique, et c'est au devant de l'histoire. D'un côté émerge, je dirais, l'image d'une sorte d'intégrité de la lecture de la défaite politique et de la responsabilité de l'homme politique face à l'échec, mais de l'autre côté, l'idée que est-ce que on peut comme ça laisser une famille politique en déshérence. Ça s'est d'ailleurs traduit ensuite au moment des élections législatives, qui ont quand même pas été un succès pour la gauche, et ça s'est traduit aussi par une sorte de désert pour reconstruire ensuite la famille de la gauche et les problèmes qu'on a rencontrés lorsque Ségolène Royal est arrivée avec la démocratie participative. Donc c'est très difficile de laisser comme ça le pouvoir, et rares sont ceux, je le répète, qui ont choisi cette hypothèse. Et si on prend, si on augmente la focale, si on élargit un petit peu à l'ensemble des acteurs politiques majeurs, je le disais tout à l'heure, rares sont les ministres qui ont choisi de renoncer. Alors vous parliez des ministres issus de la société civile qui sont partis, mais qui sont partis parce qu'ils étaient en général battus, enfin dans une charrette de battus, et qui n'ont pas dont la carrière se faisait ailleurs. Rares sont les politiques de profession, de carrière, qui ont choisi de renoncer à un moment donné à cette longévité politique. Et c'est vrai que vous en êtes un des exemples, Jean-Louis Debré, puisque après avoir été président de l'Assemblée nationale, bon, on comprend que votre carrière de magistrat, etc., vous ait poussé vers le Conseil constitutionnel, mais vous auriez très bien pu, comme d'autres, j'écoutais à la radio il y a quelques jours le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, dont on sait qu'il a atteint un certain âge. Et voilà, et donc là, ça pose véritablement un problème, et je pense qu'il faut saluer, surtout par les temps qui courent, où on se pose quand même la question de cette longévité politique, ceux qui ont ce courage-là de se dire, bon, à un certain moment, je considère avec aussi les départs contraints qui peuvent déboucher sur une volonté de retour. Ah oui, alors là, les départs contraints, c'est évidemment les défaites politiques. Bon, l'exemple fameux, je le disais tout à l'heure, étant celui de Valéry Giscard d'Estaing. Alors ça arrivait aussi sous la Troisième République, hein, lorsque Gambetta est battu en janvier 1882, suite là aussi à des coalitions de la droite et de ce qu'on appelait l'extrême gauche à l'époque contre lui. C'est évident qu'il n'a qu'une idée en tête, c'est de revenir. Alors il ne pourra pas revenir puisqu'il sera victime d'un accident un petit peu bête au début de l'année 1883. Mais là, il est certain que si l'homme politique est persuadé d'avoir un rôle à jouer et d'être, et c'était le cas de Valéry Giscard d'Estaing, qui était persuadé que la France n'attendait que lui. Il a d'ailleurs publié, après être parti, je ne sais plus si c'est en 1984, un ouvrage qui s'appelait 2 Français sur 3, dans lequel il estimait que précisément 78. Il était en mesure. Non, c'est après. Le départ de 81, où il estime être en mesure de rassembler comme ça une grande majorité des Français sur un projet médian, si vous voulez, un projet central. C'est très difficile pour l'homme politique d'abandonner cette vocation à revenir, cette vocation cette certitude qu'il peut avoir d'être l'homme de la situation. Et c'est le cas avec notre Bonaparte, enfin celui que certains ont appelé Sarcoléon ou Napoléon, un peu méchamment, mais enfin, qui a réussi en 2007 cette alchimie de
l'énergie bonapartiste qu'il a amené au pouvoir, et qu'aujourd'hui court de manière presque un peu pathétique après cette mythologie de l'homme providentiel, sans y réussir, enfin en tout cas pour l'instant, mais c'est très caractéristique de ce rapport au pouvoir qui malheureusement, je dis malheureusement, aujourd'hui est quand même une composante de la vie politique sous la V. Avec un cas particulier dans la 4ème République, Mendes France, qui est resté peu de temps, 7 mois. Ouais. Qui a été battu aux élections, il était dans l'heure, il est allé se représenter en Isère, tout ça a été pathétique. Je pense que les choses vont changer, puisque on est dans une période où on zappe très vite, où ça tourne, et probablement l'un des décalages qu'il y a aujourd'hui entre les Français et les politiques, c'est qu'on voit toujours les mêmes. Celui qui a été le plus longtemps, ça a été Jacques Chaban-Delmas, qui a été élu 14 fois de suite député d'Aquitaine, et qui, il avait 80 ans, a décidé tout d'un coup de s'arrêter. Mais aujourd'hui, ce que je constate, puisque je vois, en regardant à la télévision, les séances des questions d'actualité, il y a encore des gens qui étaient vieux quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale. Et donc, je me dis, mais ils sont encore là. Et c'est ça qui est pathétique. Et c'est là où il faudra un jour, je ne sais pas quand, comment mettre un terme. Vous ne pouvez pas, pour incarner un pays, avoir une classe politique qui est toujours la même. C'est exactement ce qui se passe pour les syndicats. Et pourtant, vous soutenez car vous avez dans les leaders syndicaux les mêmes personnes qui durent. Dans les médias aussi. Hein. Et dans les médias. Et pourtant, vous soutenez Alain Juppé. Quoi ? Et pourtant, vous soutenez Alain Juppé. C'est pas l'objet de la conférence. Alors, c'est intéressant. Juste 2 secondes. Le cas d'Alain Juppé est intéressant parce que on a pu croire que Alain Juppé, d'ailleurs, l'a écrit. Il l'a formalisé. La tentation de Venise. Au lendemain de l'échec, de l'échec de sa gouvernance entre 1995 et 1997, il y a eu cette tentation de Venise, c'est-à-dire d'abandonner la vie politique et de revenir à ses premières amours littéraires et autres. Et puis cette tentation, elle a été un petit peu contrainte et forcée en 2004 suite au jugement sur l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Mais malgré tout, on a vu comment Alain Juppé a voulu revenir. Et il y a eu cette tentation du départ très très forte, mais le démon de la politique, et puis la volonté de servir. Et de revanche peut-être aussi. Je ne pense pas que ça soit une volonté de revanche. Je pense que c'est la conviction qu'à un moment donné aussi de l'histoire, on peut servir. Ça existe aussi. Les politiques ne sont pas que des cyniques, mais c'est aussi cette idée que la politique, c'est jusqu'au bout. Voilà. Oui. Il y a faut pas oublier, vous l'avez rajouté, cette volonté aussi de servir. Car la politique, ce n'est pas simplement que des revanches. Il y a simplement pour les anciens présidents de la République ou pour ceux qui ont occupé des fonctions très importantes, de partir sur une image positive. Et que quand vous avez été président de la République, ça n'excuse rien, mais ça explique Giscard et ça explique Sarkozy. Quand vous inscrivez, parce que même s'ils ne le disent pas, ils inscrivent leur nom dans l'histoire. Ils sont persuadés qu'ils ont acquis un statut dans l'histoire. Penser qu'on va résumer ce statut à l'échec, c'est quelque chose, inconsciemment peut-être, qui n'est pas acceptable. Alors, Europe, 19e siècle. Oui, alors ce qu'a dit Jean-Louis Debré sur la typologie des départs et ce qu'a ajouté tout à l'heure Jean Garrigue m'ont fasciné en tant que 19e, puisqu'on trouve des récurrences très très importantes, bien évidemment. On évoquait tout à l'heure le départ du général de Gaulle suite au référendum de 1969, un référendum qui a été qualifié de référendum plébiscitaire. Eh bien, en 1869-1870, Napoléon III avait fait un plébiscite qui, par les constitutionnalistes, est qualifié de plébiscite référendaire, puisque nous le savons par sa correspondance. J'évoquais tout à l'heure son abdication possible. En cas d'insuccès à ce plébiscite, il envisageait d'avancer l'abdication dont je parlais tout à l'heure. Oui, sauf qu'il était formulé de manière à éviter a priori un vote négatif. C'est un plébiscite. Il s'agissait non seulement d'approuver les réformes, mais aussi d'approuver le maintien du système
bonapartiste. Et la transmission à son fils. Et monsieur le professeur, si vous allez regarder les archives, regardez les instructions données à tous les préfets des départements pour faire voter comme ça. Donc on peut dire, oui, je m'en vais si résultat négatif, mais vous faites tout et vous commencez par demander à l'administration de faire voter les gens pour le référendum. C'est la seule fois du débat où je me permettrai de contredire monsieur le ministre, puisque je publie dans un mois une histoire de l'Empire libéral. J'ai été voir les archives, et non justement le plébiscite de 70, contrairement à ceux de 51 et 52 est libre. Mais je rebondirai sur ce que disait Jean Garrigue tout à l'heure, ça me semble très important. C'est vrai qu'en régime parlementaire, on ne s'accroche peut-être moins au pouvoir, pourtant Dieu sait que je suis un admirateur de la Ve République, certains le savent ici, qu'en régime présidentiel, tout simplement parce que c'est l'espoir de revenir. Et je vous donnerai ici deux exemples contradictoires du XIXe siècle pour vous le montrer. Vous avez d'un côté Metternich, qui arrive au pouvoir comme chancelier en 1810, qui va mettre en place, on le sait, c'est tramé, en 1835, un empereur qui est Ferdinand, qui est un empereur fou, de manière à tirer les ficelles. Il se maintient au pouvoir jusqu'en 1848, donc pendant 38 ans au poste de chancelier, avant d'être renversé par une révolution de rue. Et Bismarck, c'est exactement pareil, il est au pouvoir jusqu'à ses 75 ans, et le Parlement n'y fait rien, le Parlement ne veut plus de Bismarck, simplement le roi le maintient, l'empereur le maintient, il faudra un changement d'empereur pour que Bismarck parte en mars 1890. Et à contrario, la Troisième République, inspirée d'une certaine façon du modèle britannique, Gladstone d'Israéli qui alterne au pouvoir entre 1868 et 1880, puis Gladstone et Salisbury, eh bien, ni l'un ni l'autre ne s'accrochent parce qu'ils savent qu'ils reviendront par le jeu des alternances au pouvoir. Alors, peut-être on va vous poser une autre question. Quel rôle joue le départ dans la postérité ? La postérité des rois, oui, je pense à Louis XIV, chaque roi finalement a deux vies. Il y a la vie réelle, mais aussi l'imaginaire qui se crée dès la mort du roi. Et il y a des imaginaires négatifs, je pense à Henri III, et des imaginaires étranges. Songez que Henri IV, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la légende d'Henri IV est née de sa mort. C'est quand il est mort qu'est née la postérité de notre roi, Pouloppo, etc. Songez que quand Henri IV était roi, il était détesté. J'ai suggéré les 20 tentatives d'assassinat. On a presque une opinion là contre le roi. Et il a essayé de faire barrage par de la publicité, par des pamphlets, par de la poésie, voire même le traité d'agriculture d'Olivier de Serres. C'est presque le premier roi médiatique qui a essayé de se construire une image. Mais sa véritable image se fait à titre posthume. Louis XIV, monsieur le professeur, ça n'a rien à changer. Oui, rien à changer. Chirac, au pouvoir, est détesté, il est devenu un héros. Oui, absolument. Vous avez Mitterrand, voilà. On parlait avec le professeur, qui était conspué et devenu... Absolument. Et regardez Louis XIV, la légende de Louis XIV, si je peux dire, c'est Voltaire qui l'a construit, avec le siècle de Louis XIV, un livre de 1750. Et donc, voilà, il y a plusieurs vies finalement dans chaque vie. Louis XIV, est-ce que la grandeur de la France, c'est venu après sa mort ou pas ? Déjà de son vivant, si vous voulez, Louis XIV, c'est assez extraordinaire parce que voilà un roi hyper médiatisé, un roi qui hyper personnalise son autorité. Il y a toute une campagne de publicité. Tous les arts finalement sont au service du roi. C'est la première campagne. J'évoquais Henri IV, mais la première grande campagne médiatique, c'est Louis XIV. La poésie, l'opéra même, regardez les opéras de Lully, tous les prologues, c'est une sorte de carnet de victoire du roi. On peut suivre le roi de guerre à travers les différents opéras qui, chaque année, sont donnés à la cour au moment du carnaval, et où Lully fait précéder de 20 minutes d'apothéose, d'apologie, de publicité. Et c'est ce qu'on a appelé après les grands travaux du président sous la Ve République. Oui, d'une certaine manière. Et la Ve République a gardé voilà, ce problème de la publicité du politique finalement, qui est une tradition française qui remonte, je crois, à Louis XIV, et même le portrait d'État. J'évoquais au début de notre intervention le portrait de président normal, mais voilà, le prototype, c'est le grand portrait de Hyacinthe Rigaud de 1701, qui représente le roi en majesté. Et songez que tous les présidents, y compris ceux de la 4e, prétendument faibles, ont toujours ce portrait magistral où on voit... et c'est très très intéressant de suivre dans la longue durée, monarchie et république confondues, cette espèce d'image, d'apothéose du pouvoir. Et d'évolution, justement, des prises de photographie au début du quinquennat. Voilà, et François Hollande a essayé de faire président normal, mais malheureusement, ça n'a pas bien réussi.
Et justement, la séquence du départ est toujours très importante dans la constitution de cette postérité mythologique, ou de cette légende qui suit l'homme politique. L'exemple du général de Gaulle, à cet égard, cette rupture brutale, vous savez, c'est un communiqué qu'il envoie à minuit 10 au lendemain du référendum où il a été désavoué, et il se retire d'un coup, comme ça, et on ne le voit plus. Il s'exile en Irlande, où on vole quelques photographies, et puis c'est la rupture totale. Et puis, c'est ensuite, au fond, une sorte de coïncidence, mais qui n'en est pas tout à fait une. Son départ, sa retraite politique, précède de peu son départ sa mort pour l'éternité, et les obsèques, sa mort et sa mort qui est suivie par le célèbre ouvrage d'André Malraux, c'est Chêne Conaba, et qui dit et ensuite le dernier grand homme qui a eu la France disparaît et l'ombre tombe sur le pays. Et ça, c'est très important. Avec un parallèle à faire avec la mort de Mitterrand. Oui, la mort de Mitterrand. Vas-y. Oui. Non. Même mise en scène, si. Même mise en scène. La mort de Mitterrand, justement, là aussi, le départ, il est mis en scène. Il est mis en scène même à partir des vœux, des derniers vœux de la Saint-Sylvestre, du 1er janvier, enfin du 31 décembre 1994, oui c'est ça, il s'en va en 95, voilà. Et où il parle des forces de l'esprit et de la manière dont il va accompagner précisément les Français au-delà de son départ politique et qui préfigure d'ailleurs son départ vers la mort. Et c'est très intéressant de voir là comment il construit l'image que la postérité va se faire de lui comme ce président transcendant, humaniste, qui suit les Français. Et cette construction mémorielle, cette construction post-mortem, accompagnée par celui qui lui succède, Jacques Chirac, qui rend hommage, et de manière extrêmement digne, et qui, au fond, se hisse au niveau de l'humanisme mitterrandien. Et on a dit que le quinquennat, le septennat de Jacques Chirac avait commencé avec l'hommage rendu à Mitterrand en janvier 96. Par l'hommage qu'il rend à François Mitterrand, Jacques Chirac s'inscrit d'emblée dans une sorte de continuité non seulement mémorielle, mais une continuité politique, je dirais symbolique, qui fait de lui l'héritier d'une sorte de monarchie républicaine. Et je permettrais même de peut-être rebondir sur les deux corps du roi. J'étais très frappé au moment des obsèques de Mitterrand de la double identité des deux corps. C'est-à-dire qu'au moment où à Notre-Dame de Paris on fête le corps souverain de Mitterrand, je crois que c'est à Jarnac qu'on fête le corps... Exactement. Le simple corps du roi, si je puis dire, avec les deux familles. Pour De Gaulle. La même chose pour De Gaulle. Comme si visuellement, entre Notre-Dame et Jarnac, il y avait les deux corps du roi, le simple corps du roi et le corps immortel de l'autorité. Avec un cas particulier, c'est Pompidou. Mais l'État demeurera toujours. C'est un petit peu ça, chose avec, qui est en jeu à travers la double funéraille de François Mitterrand. Ça a été la même chose pour le général de Gaulle, les funérailles de l'homme à Colombey. L'homme est le héros, puisque accompagné par les compagnons de la Libération. Et puis vous avez les funérailles nationales. Alors avec quelque chose, là aussi c'est intéressant, parce que c'est son triple funérailles pour le général de Gaulle, c'est que vous avez aussi une sorte de manifestation, de cérémonie populaire sur les Champs-Élysées, où on remonte dans le sens inverse de la descente de la libération de Paris, d'août 44, et où là est célébré... ce qui est spécial, c'est ce lien, je veux dire, historique, spécifique, qui lie le général de Gaulle à son peuple. Et ça, c'est le petit plus par rapport à... Dans notre société médiatique, le départ est extrêmement soigné. J'en veux pour preuve, j'ai été témoin de la cérémonie de transmission des pouvoirs à l'Élysée. C'est le moment le plus difficile. Et d'ailleurs, l'antagonisme qu'il y a entre Hollande et Sarkozy commence là par... Puisque c'est la transmission de la République. Et le fait que Hollande ait tourné le dos a été pris comme un affront. Et puis, comme la télévision, on retient que ça. Souvenez-vous, bonjour monsieur, bonjour madame, au revoir. Mais regardez dans notre société d'image, on ne revoit que ça. Et donc, les communicants qui entourent le président de la République ont très bien compris que les mois qui précèdent le départ de l'Élysée doivent être extrêmement soignés, puisque c'est cela qu'on va
en permanence nous sortir comme étant la fin du mandat. On oublie les réformes, on regarde l'image. Et donc, Giscard a inauguré, à côté un peu ridicule, mais inauguré, mais désormais, ça sera toujours comme ça, puisque nous sommes dans la société de communication. L'image, les réseaux sociaux, les sondages, ça change beaucoup de choses. Ça change tout, mais on voit bien aussi comment, évidemment, ceux qui avaient été jusqu'au bout de leur mandat, c'est-à-dire François Mitterrand et Jacques Chirac, sont partis avec élévation. Il y a incontestablement une capacité à accepter le départ et à préparer justement cette entrée dans l'histoire. On en a parlé pour François Mitterrand, c'était la même chose. Jacques Chirac, le dernier discours qu'il adresse aux Français est un discours qui se situe à la hauteur de l'histoire, qui n'est pas simplement le discours d'un homme politique un peu marri de voir que son successeur n'est pas celui qu'il aurait souhaité. On dit même, mais ça ce serait au président Debré de nous le préciser, que Jacques Chirac aurait envisagé éventuellement un troisième mandat. C'est Bernadette surtout. On aurait envisagé pour lui. C'est-à-dire que Bernadette, semble-t-il, était très attachée à l'Élysée. Elle avait du mal à quitter l'Élysée. Ce qui est très important, c'est quelle que soit l'appartenance politique, le président sortant veut laisser un successeur. Je me souviens toujours la venue à l'Hôtel de Ville de Paris au plein mois d'août 94, Mitterrand, oui. Où Mitterrand, président de la République, est malade, vient à l'Hôtel de Ville pour présider les cérémonies de la libération de Paris, ce qu'aucun président de la République n'a fait. Et il vient pourquoi? Il vient symboliquement, d'abord dans le bureau de Chirac à l'Hôtel de Ville, et nous on avait tout préparé, un verre d'eau, on pensait qu'il veut prendre ses médicaments. Non. Il voulait montrer, notamment à Balladur, qui attendait dehors, qu'il avait choisi. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Je le dis dans mon livre. Qu'est-ce qu'il dit à Chirac? Alors qu'il y a Jospin qui va être candidat. C'est votre tour et vous serez élu. La messe est dite. Il a, et on retrouve la monarchie, il a choisi son successeur. Pour le général de Gaulle, c'est plus compliqué. Ou en tout cas pour Pompidou, c'est plus compliqué, parce qu'en réalité s'opposent deux conceptions du gaullisme à ce moment-là. Il y a, bon, on va pas rentrer dans les détails, et c'est plus qu'une... D'abord, Pompidou est malade, mourant, et il meurt plus vite qu'on ne le pense. Et deuxièmement, à ce moment-là, Chaban anime les gaullistes historiques, Mesmer est considéré comme étant dans la main de Chirac et des néo-gaullistes, et donc c'est une guerre de succession à l'intérieur même d'une famille. Donc il va profiter à l'autre camp de la droite, à Valéry Giscard d'Estaing. Voilà. Un mot, je crois. Non, un mot sur cette publicité du passage d'un pouvoir à un autre. Je pense à une image très frappante. À la mort d'Henri III. Henri III est assassiné, comme vous le savez. Problème de succession, Henri IV, problème de légitimité. Il a fallu remonter à Saint-Louis, c'est-à-dire très très haut dans le temps, pour retrouver une sorte de relation dynastique entre les Valois et les Bourbons. Comment faire pour justement séparer ce précipice dynastique? Eh bien, des images sont diffusées dans le royaume, et ces images représentent Henri III sur son lit de mort, posant la couronne sur la tête du futur Henri IV. Geste qui n'a jamais eu lieu. Mais vous voyez l'importance de l'image. L'image, d'une certaine façon, cicatrise le temps, cicatrise la coupure à la fois dynastique et historique de plusieurs siècles entre les Valois et les Bourbons. Et c'est d'ailleurs pourquoi Saint-Louis va devenir le roi saint des Bourbons et que tous les rois s'appellent Louis. Et c'est pour ça aussi que la chapelle de Versailles duplique la Sainte-Chapelle à Paris, pour bien montrer qu'à Versailles, nous sommes au cœur d'une dynastie qui s'enracine dans la mémoire longue de la monarchie. Donc là aussi, la publicité et la propagande jouent pour justifier évidemment l'autorité du souverain. Alors, c'est ce qui va nous conduire à proposer à la salle de vous poser des questions, puisqu'on arrive à la fin de ce débat entre vous. Donc voilà. On arrive avant le départ. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro quelque part. Monsieur. Venez là, on est plus contagieux, c'est mort.
Merci de me permettre de me rapprocher de vous. Deux choses. Une petite précision. Michel Rocard démissionne en 85 de son poste de ministre de l'Agriculture. Bon, et alors simplement, ce que je voulais dire en tant qu'auditeur passionné par vos échanges, c'est qu'il y a en politique deux sens du mot partir. Nous avons eu hier une conférence inaugurale remarquable de Pascal Pic qui dit que partir, c'est la caractéristique essentielle de l'homme à partir de l'Homo erectus. Bon. Et puis, en réalité, partir, c'est y aller. Et alors, vous avez eu une brève allusion à qui pouvait être dans cette position, y aller. Alors que partir, vous avez beaucoup analysé, c'est s'en aller. Et donc, c'est cette ambiguïté dans le mot partir, dans le bain politique, qui rend effectivement votre débat difficile, mais très intéressant. Oui. Sauf que, précisément, ce qui peut être aujourd'hui, ce qui fait problème, et ce que nous avons souligné, c'est que trop souvent, partir, c'est justement ne pas y aller. C'est s'en aller pour mieux revenir. Et c'est tout le problème. Or, dans une démocratie aujourd'hui qui, comme le disait Jean-Louis Debré, qui est une démocratie du zapping et dans une volonté justement d'élargissement démocratique, l'idée comme ça d'avoir des permanents de la politique qui toute leur vie restent dans le champ du politique est une idée qu'on a du mal à accepter. Et c'est précisément ce qui fait la force d'Alain Juppé aujourd'hui, parce que Alain Juppé, il est considéré comme ayant justement été hors du champ politique, même s'il n'est pas resté longtemps, mais hors du champ politique majeur en tout cas, et c'est ce qui lui donne cette force. Hein. C'est l'un des aspects qui lui donne aujourd'hui un avantage symbolique. Je ne parle pas de politique, là, mais un avantage symbolique par rapport à ceux qui, au fond, qui donnent l'impression de vouloir se maintenir au pouvoir. S'accroche. Ils s'accrochent au pouvoir. S'accrocher au pouvoir. Et le pouvoir qui s'est décroché d'eux, il se raccroche. Alors, d'autres questions, peut-être? Oui, sur votre gauche. Oui, sur votre gauche. Oui, mais c'est toujours la gauche. Oui. Je vous en prie. Ce sont les hasards du placement. C'est l'extrême gauche. Du tout. Vous avez très bien évoqué le thème donc, du départ, mais essentiellement à travers les personnes, sauf sur, pour l'aspect mortuaire, la différenciation entre le corps souverain et le corps réel, le corps physique. Je souhaiterais, si vous le voulez bien, que vous abordiez le problème du départ des institutions elles-mêmes, des structures politiques, et donc, par exemple, est-ce que est à l'ordre du jour une réforme constitutionnelle ou une nouvelle constitution? Je vous remercie. Alors, monsieur, je réponds tout de suite. C'est à l'ordre du jour depuis... En France, on a un petit jeu. On adore. On adore... je ne sais pas si vous jouez au football. Moi, je joue au football. Je mets jamais le ballon dans le but. Donc, je viens de demander une réforme des règles pour agrandir les buts. En France, on est le seul pays où on change de constitution régulièrement parce que les politiques n'arrivent pas à se fixer des règles du jeu. Alors là, on a 23 fois changé déjà la Ve République. Aujourd'hui, on veut une 26e fois. Méditez cela. Quand les hommes politiques ne savent pas comment avoir une prise sur des événements, ils touchent aux institutions de la République. Alors, non mais alors, pour répondre un tout petit peu à votre question, comme vous le savez, il y a un certain nombre de réflexions sur des modifications des règles du jeu politique. Je ne vais pas parler de révision de constitution, puisque la Ve République a fait la preuve de son adaptabilité et de sa capacité à épouser un peu les évolutions sociologiques et politiques
Elle doit évoluer, c'est incontestable. Et aujourd'hui, il y a quand même un faisceau de propositions qui tourne autour de la réduction du nombre des mandats successifs. Et là, on est directement dans la question du départ. On parle, d'ailleurs, c'est ce que proposait même le président de la République, de 3 mandats de parlementaires dans le temps. Bon, c'est évidemment une proposition qui permettrait justement de favoriser l'idée du départ. En ce qui concerne l'idée du départ présidentiel, une autre idée qui surgit aussi du débat, même avancée par la commission Bartolone-Vinocq, l'historien Michel Vinocq, ce serait le retour à un septennat unique, qui là de toute manière rendrait obligatoire le départ. Bon, ce sont des propositions qui après, il appartient aux citoyens de juger de la validité. On peut transformer les pratiques ou revenir à des pratiques originelles aussi de la Ve République. Il me semble aussi que, si vous voulez, l'idée du départ serait facilitée, me semble-t-il aussi, par mais c'est un débat politique, par l'injonction d'une dose de proportionnel dans les élections législatives qui permettrait d'avoir une sorte, de rééquilibrage entre les différents partis et qui habituerait justement, alors sans aller jusqu'au régime des partis ou jusqu'au régime parlementaire de la Troisième République, mais qui habituerait peut-être un peu plus nos politiques à ce jeu des alternances, au jeu des alliances aussi, et qui permettrait, alors au-delà, là je ne parle pas de la plus juste représentation de chacune des forces politiques du pays, parce que là aussi on peut discuter très longuement de tout ça, mais simplement qui peut-être aussi accréditerait, faciliterait cette idée de l'alternance et donc du jeu des départs. Mais tout ça reste, oui... C'est très compliqué, professeur, parce que ça pose le problème, quelle est la finalité d'un mode de scrutin? Est-ce qu'un mode de scrutin, c'est permettre à avoir un gouvernement qui puisse s'appuyer sur une majorité, ou est-ce que le mode de scrutin, c'est donner une représentation de la population? Si c'est une représentation de la population, il faut faire des mandats extrêmement courts parce que la population change. Souvenez-vous simplement que le mode de scrutin à la proportionnelle, nous l'avons eu sur la 4e, et ça aboutit à des gouvernements qui duraient 7 mois, à des gouvernements de coalition ou des majorités d'idées, c'est-à-dire absence d'efficacité. Or, aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, avec les défis terroristes, avec le défi de la sécurité, est-ce que vous pouvez avoir, face aux États-Unis, face à la Grande-Bretagne, face à toutes ces puissances émergentes, un gouvernement qui est faible? 86-88, proportionnel, pourtant le gouvernement... Oui, mais Aziza, le problème n'est pas là. Les effets d'un mode de scrutin, c'est pas une fois, c'est la répétition dans le temps de ce mode de scrutin. Et la répétition de la proportionnelle aboutit, même avec une dose, à une multiplication des partis politiques. J'ajoute, monsieur le professeur, que si vous additionnez la proportionnelle avec les règles concernant le financement des partis politiques, l'obligation qu'ils ont d'avoir une mixité, c'est-à-dire ils vont vous inciter, les députés, à créer leur propre parti pour avoir un financement, puisque les financements illégaux, heureusement, sont interdits. Et donc le cumul de la proportionnelle et des règles de financement de la vie politique vont aboutir à une multiplication des partis politiques, et donc à des gouvernements de coalition qui seront... Est-ce que on a eu de la chance? On a traversé un hiver extrêmement difficile avec des attentats. Le gouvernement de la République est resté en place. Sous la 4e, il était mort. Alors, autre question, peut-être, sur le départ ou le retour, je ne sais pas. Oui, s'il vous plaît, voilà, je suis ici, encore à gauche. Juste, d'abord, vous remercier... Pas pour longtemps. Vous remercier... Vous remercier pour la qualité de vos échanges et du débat. Simplement, vous n'avez fait qu'effleurer un départ qui me semble particulièrement spectaculaire et important dans notre histoire récente. C'est le premier départ du général de Gaulle de janvier 1946. Bon, est-ce que c'était un départ pour partir définitivement? Est-ce que c'était un départ pour revenir? Et j'aurais aimé vous entendre là-dessus. C'est un départ qui a une signification politique profonde, puisque c'est un désaccord sur le fonctionnement
des institutions de la 4e République, qui conduit d'ailleurs à un désaccord politique sur la politique étrangère menée au moment, au début à la fin de l'année 45 et au début de l'année 46. C'est un départ qui a, je le répète, une profonde justification politique. Est-ce que c'est un départ définitif? Incontestablement, la logique politique veut que le général de Gaulle, lorsqu'il part en janvier 1946, continue le combat pour essayer de faire prévaloir, c'est le discours de Bayeux par exemple, mais pas seulement, essayer de faire prévaloir sa conception de ce que doit être la rénovation de la démocratie parlementaire autour du renforcement du pouvoir présidentiel, du renforcement de l'exécutif. Donc il part, et comme vous le savez, un an plus tard est créé un rassemblement pour soutenir l'action du général de Gaulle, qui va avoir d'ailleurs un succès considérable dès les élections municipales de 1947. C'est un raz-de-marée en faveur du général de Gaulle. Donc c'est une sorte de faux départ. Mais en même temps, c'est un départ qui, je veux dire, au regard de l'histoire, a une signification politique tout à fait justifiée. C'est donc pas... On n'est pas dans le même cas que les faux départs dont on parlait tout à l'heure de Valéry Giscard d'Estaing ou de Nicolas Sarkozy, qui au fond s'inscrivent dans une trajectoire personnelle de retour au pouvoir. Là, il ne s'agit pas de régler des comptes, de faire une revanche. Il s'agit simplement d'aller au bout d'une démarche politique qui est celle qui amènera à la Ve République, me semble-t-il. Professeur, vous voyez bien aussi l'importance du mode de scrutin, puisque dans le cadre du général 47 et 51, les municipales et les législatives, les partis traditionnels trouvent un système hérité de la proportionnelle qui est l'apparentement pour tuer le verdict du suffrage universel, car ils ne veulent pas de Gaulle. Et donc attention à ces manipulations de mode de scrutin, parce qu'on voit très bien, même avec des petites doses, qu'on peut, en augmentant la dose ou en la diminuant, tuer l'expression de la démocratie. J'ajoute, pour le mode de scrutin, que nous sommes aujourd'hui dans une époque où nos citoyens veulent avoir le droit à la parole. Or, la proportionnelle tue ce droit à la parole, parce que ça renvoie toujours les mêmes majorités ou voisines. Et regardez ce qui se passe en Israël, où vous avez la proportionnelle, il y a les deux grands blocs, les conservateurs et les socialistes, et c'est le petit parti, comme on a eu longtemps en Allemagne, qui va, suivant l'humeur des uns et les propositions ministérielles des autres, et on a le sentiment, très rapidement, que le peuple, on lui a volé sa voix électorale, puisqu'il ne voit pas de changement. Alors peut-être, je ne sais pas, une dernière... On viendra pour parler des institutions. Voilà, parce que là, c'est pas tout à fait le thème. Mais une dernière question peut-être, je ne sais pas, dans l'assistance. Madame, on est au centre. Mais madame n'a pas de micro. Madame n'a pas de micro. On va lui apporter. Le centre s'exprime sans micro. Le centre est souvent privé de la parole. Sans micro, mais non sans voix. Je veux justement poser une question, puisqu'on est dans un salon du livre. Selon vous, quel est le rôle que joue le livre quand les politiques quittent le pouvoir? Je pense bien évidemment, Monsieur Debré, à votre livre, mais aussi à celui de Christian. La différence avec les politiques, c'est moi qui l'ai écrit. Bravo. Voilà. Est-ce que c'est parce que les écrits restent? Non, mais alors, on l'a évoqué. De même manière que Napoléon Ier avait eu le mémorial de Sainte-Hélène, qui était une reconstruction a posteriori du règne et une entrée en légende de Napoléon Ier. Le général de Gaulle a eu André Malraux, Les chaînes qu'on abat, et on a vu aussi que la période mitterrandienne avait suscité un certain nombre d'ouvrages. Et qui continue aujourd'hui avec Mitterrand et ses lettres. Hein. Voilà. Alors là, on est moins dans la légende que dans des témoignages qui sont plus ou moins fidèles à l'esprit de ce qu'était le personnage choisi, le verbatim de Jacques Attali, qui a été un des premiers justement à se livrer à ce type d'expérience. Mais c'est sûr que alors là, je pense que ce serait vers Joël Cornette qu'il faudrait se tourner, parce que évidemment le rôle de l'écrit est fondamental a posteriori pour reconstruire. Oui, ou déconstruire l'image. Si je peux dire un mot par rapport au roi, il y a une sorte de contradiction, parce que
La souveraineté, c'est aussi un mystère, c'est-à-dire qu'il ne faut pas diffuser à l'opinion la manière dont on pratique le pouvoir. Et la preuve, c'est que Louis XIV écrit lui-même des mémoires, mais pour un seul lecteur, son fils. Par contre, il existe dans la monarchie une institution qu'on appelle les historiographes du roi, c'est-à-dire des hommes qui sont payés pour écrire l'histoire du roi. Et le plus célèbre de ces historiographes du roi, c'est Jean Racine en personne. Or, je pense que chacun connaît Jean Racine pour ses tragédies, mais aucun d'entre vous, ou très peu, le connaissent comme historiographe du roi. Pourquoi ? Parce que c'est impossible. Et c'est formidable d'ailleurs d'étudier le Jean Racine historiographe, parce qu'il s'échine à essayer d'écrire une histoire, mais c'est impossible. Parce que d'abord, il n'a pas accès aux documents, parce que c'est un mystère d'État, et parce que le pouvoir n'a pas à s'énoncer. Et ça aussi, c'est tout à fait intéressant comme différence entre la République et la monarchie. Et c'est le travail des historiens. Oui, c'est le travail des historiens, effectivement. Et de rendre public ces mémoires qui étaient destinées à un seul lecteur. Alors maintenant, ils sont en livre de poche. Hein. J'ai même réalisé une édition chez Talandier des mémoires de Louis XIV, qui est un texte fascinant, mais qui ne devait avoir qu'un seul lecteur, puisque Louis XIV disait d'ailleurs « Mon fils, je vous transmets des secrets que personne n'est capable de vous enseigner, sauf moi ». Donc là, nous sommes vraiment dans un rapport très très particulier à l'autorité politique, dynastique aussi, puisque c'est un père qui transmet à son fils les secrets, finalement les clés de l'autorité. Oui, encore une fois, le 19e siècle est dans un entre-deux entre ce que vient d'évoquer Joël Cornette et notre période contemporaine où les écrits de nos politiques se multiplient, y compris lorsqu'ils quittent leurs fonctions. Et des conseillers. Et des conseillers, bien évidemment. Le 19e siècle, c'est quand même une période de réflexion. Je me pose la question de savoir si nous aurons un jour un monument comme l'Empire libéral d'Émile Ollivier, 17 volumes, 30 millions de mots, écrits sur 20 ans, pour justifier son passage au pouvoir et l'action qu'il a menée. Arnold Toynbee, le très grand historien britannique, dans A Study of History, au XXe siècle, disait qu'il avait aidé les Français à mieux comprendre la défaite de 1870 et il lui rendait un hommage très appuyé. Et je crois que Jean-Louis Debré a 30 ans de notes qui va bientôt publier. Moi, je me méfie beaucoup des mémoires des hommes politiques, parce qu'il s'agit pour eux de dire ce qu'ils sont dans le monde tel qu'il est, c'est-à-dire qu'ils transforment le monde pour apparaître en adéquation avec la situation. Donc les mémoires, il faut les lire, c'est très intéressant, moi qui adore l'histoire, mais c'est une vision qui est partiale, et avec cette obsession, on en revient, qu'ont les grands hommes politiques que j'ai pu regarder et observer dans l'histoire, quelle est la trace qu'ils vont laisser dans l'histoire ? C'est l'histoire officielle. Au besoin, en tordant la réalité. Alors pour ce qui concerne les livres des hommes politiques, oui, ne les lisez pas. C'est pas écrit par eux. Tout ça est épouvantable. Nous sommes en train de tuer l'édition française. Je me souviens, mon premier souvenir, je vais à ma première foire du livre, je suis assis à côté d'un personnage important qui écrit ses mémoires, et il me dit, est-ce que tu écris tes livres ? Je dis, oui, j'ai même écrit des livres pour d'autres. Et il prend ses mémoires et il me dit, je vais voir ce que je dis sur moi. Je ne lui dis plus bonjour. Et c'était qui j'ai pas la mémoire des noms à mon âge, j'ai plus la mémoire. Et donc, si vous voulez, tout ça, ce sont des œuvres de circonstance. Et faisons attention. Alors ça sert, mais ne vous laissez pas embarquer par les promesses. De toute façon, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Eh bien, d'où l'importance des rendez-vous de l'histoire de Blois. Merci en tout cas d'avoir assisté et participé à cette table ronde. Merci.